Angeles, Orange County weather. No, they're not Sister Sledge, actually. They're Sister Hutchinson. Wanda, Sheila, and Jeanette had a top 10 record back in 1977. Emotions, Best of My Love, your retro straight down at Power. Just listen to win. Now, it's Two Occasions, The Deal, 102.7 KISS FM. 102.7 KISS FM. Los Angeles, LA pour les intimes, offre à la Californie du Sud la seconde ville des États-Unis après New York. 15 millions de personnes, 3 fois la population du Danemark, vivent dans cette immense agglomération, la 7e au monde pour sa population. Le territoire de cette mégapole s'étire dans sa plus grande longueur sur plus de 150 km. Les Angelenos se déplacent entre les différentes villes qui composent LA grâce à un formidable réseau autoroutier. 1500 km d'autoroutes, les freeways font de cette ville géante l'empire de l'automobile. Les autoroutes aux États-Unis ne sont pas synonymes de vitesse. Maximum autorisé en Californie, 112 km/h. Et les conducteurs de Los Angeles figurent parmi les plus courtois et les plus disciplinés au monde. Les progrès de la technologie, les marchands d'accessoires imaginatifs et surtout des mesures anti-pollution draconiennes ont permis la naissance à LA d'une véritable culture de l'automobile. Ici, les gestes les plus anodins de la vie quotidienne peuvent être exécutés à 4 roues. Les Angelenos sont donc devenus des inconditionnels du drive-in. Ici, on vit avec sa voiture, on y est bien et on en sort le moins possible. À LA, tout ce qui gravite autour de l'automobile mérite un soin particulier. On protège et on entretient sa voiture au moins autant que sa maison, car ici la voiture est beaucoup plus qu'un simple signe extérieur de richesse, elle révèle la personnalité et le caractère de son propriétaire. L'acteur James Dean s'est tué au volant de sa voiture à 24 ans. Plutôt que l'âge auquel il est mort, c'est l'accident de voiture qui l'a fait entrer dans la légende, car l'automobile contribue à fabriquer les grands mythes de Los Angeles. Le permis de conduire constitue ici la pièce d'identité la plus couramment réclamée par la police. LA possède un faible pourcentage de policiers par habitant. New York en compte 6 fois plus. Cette ville est loin d'être la plus dangereuse du pays. On y dénombre la moitié des délits commis à Atlanta, en tête du hit parade du crime aux États-Unis. Sans voiture, à Los Angeles, on perd la notion du temps et on passe facilement pour un original. Depuis longtemps, dans certains quartiers de LA, si vous êtes piéton, vous pouvez vite devenir un suspect. Los Angeles doit beaucoup au cinéma, comme sa tendance à confondre la fiction et la réalité. Comment, en effet, avoir osé installer une telle ville sur une des zones géologiques les plus instables de la planète, où le pétrole bouillonne encore à fleur de sol ?
Après l'or noir et le 7e art, c'est l'industrie aéronautique qui confirmera la fortune de Los Angeles. Les immigrants vont affluer et injecter du sang neuf dans cet organisme géant. L'image appartient au sociologue Edgar Morin, qui voyait les voitures glissant sur les freeways comme des globules s'écoulant dans les vaisseaux sanguins. L'aéroport international de Los Angeles, ici on dit LAX, matérialise l'incroyable magnétisme de la ville. Il occupe le 3e rang mondial pour son trafic. 50 millions de passagers y transitent chaque année. Entre le Pacifique et la moyenne montagne, le grand Los Angeles ne peut s'étendre qu'en longueur. Au cœur de cette immensité urbaine, Downtown dresse les grandes lignes d'un centre futuriste qui détient la plus forte densité de bureaux du comté. Los Angeles n'a jamais été à l'étroit, au contraire de New York. Il n'y avait donc aucune raison de construire en hauteur. Mais le modèle new-yorkais a fini par s'imposer, comme dans tous les downtowns américains. Les risques sismiques ont longtemps interdit d'élever ici des bâtiments de plus de 13 étages, mais la technique a évolué. Aujourd'hui, les gratte-ciel reposent sur des vérins hydrauliques pour amortir les chocs en cas de tremblement de terre. Parce qu'elles veulent préserver un certain style de vie, plusieurs associations s'opposent à ce changement de profil pour Los Angeles. L'une d'entre elles s'appelle Not Yet New York, pas encore New York. Downtown reflète la diversité du peuplement en Californie du Sud. Pendant 3000 ans, la Californie du Sud a été habitée par des Indiens qui parlaient 22 dialectes différents. Les Mexicains sont arrivés au 19e siècle, mais ils avaient été précédés par les conquérants espagnols 3 siècles auparavant. Pour évangéliser les Indiens, ces derniers construisirent des missions et ici un premier village, le Pueblo. Les Mexicains contribuèrent largement à enraciner ici la culture hispanique. Ainsi, lorsque la Californie devint américaine, au milieu du 19e siècle, le premier journal de Los Angeles fut imprimé en anglais et en espagnol. Les Mexicains se sentent toujours chez eux dans cette ville, et autour d'Olvera Street, un petit marché ranime encore la flamme du souvenir. Après les latino-américains, beaucoup de Chinois ont débarqué sur la côte ouest pour travailler à la construction du chemin de fer qui devait traverser les Rocheuses. Ils furent suivis par des immigrants venus de la plupart des pays d'Asie. Dans leur quartier baptisé Little Tokyo, les Japonais manifestent leur attachement aux valeurs américaines. Lors de la Nisei Week, ils rappellent qu'ils sont venus en Amérique pour trouver de meilleures conditions de vie. Mais cela ne signifie pas pour autant qu'ils ont renoncé à leur culture ancestrale. Les Japonais sont parmi les mieux intégrés à Los Angeles, qui en 1900 fut la première ville américaine à leur offrir l'hospitalité. D'une manière générale, les Asiatiques sont bien intégrés dans le système économique de la Californie, le 7e État au monde par la richesse qu'elle génère. En raison de ces liens, Los Angeles a souffert de la crise qui a secoué l'Asie à partir de 1997. Les Japonais ont été persécutés pendant la Deuxième Guerre et ont même connu les camps d'internement. Aujourd'hui pourtant, les Asiatiques, qui représentent 10% de la population de LA, bénéficient de revenus 20% supérieurs à la moyenne nationale. Les Chinois sont à Los Angeles moins nombreux que les Japonais. Il faut dire qu'ils ont longtemps été victimes d'une discrimination sévère. La majorité des Chinois installés ici sont venus de San Francisco pour fuir le racisme des puissants syndicats ouvriers.
À la fin du 19e siècle, une loi fédérale interdit l'immigration chinoise et favorisa par conséquent l'implantation des Japonais. Les premiers Chinois, essentiellement des hommes, sont arrivés ici sans famille et sans ressources. Ils n'ont eu d'autre choix que de revenir à leurs activités traditionnelles, comme le commerce et la pêche, alors que la construction du chemin de fer était terminée et que la fièvre de l'or était retombée. Koreatown, le quartier coréen, s'étend à l'ouest de downtown. Cette zone, constituée en grande partie d'anciens entrepôts, était en déclin lorsque les Coréens commencèrent à s'y établir à la fin des années 1970. Elle fut rapidement reconvertie grâce à un sens peu commun de l'entreprise. Ces Coréens appartiennent essentiellement à une génération d'immigrés asiatiques chassés de leur pays par une guerre. Celle qui finit en 1953 laisse leur pays natal en ruine. Et bien qu'ils constituent la plus forte communauté asiatique de Los Angeles, les Coréens forment une véritable enclave ethnique imperméable aux influences extérieures. La petite Saïgon abrite la dernière vague des réfugiés asiatiques qui ont fui la guerre du Vietnam et la répression qui suivit. Les Vietnamiens de Los Angeles sont privilégiés. Leur niveau de vie est de loin supérieur à celui de leurs compatriotes installés ailleurs aux États-Unis. La moitié de la population de South Central est de race noire. Il y a 30 ans, les Noirs étaient largement majoritaires. Ils affichent toujours leur suprématie. Say hi, world. How you doing? Hey, come to America. Mais c'est à Watts, longtemps considéré comme un véritable ghetto, que les Noirs de Los Angeles ont leur quartier général. Watts est l'un des quartiers les plus pauvres de LA. Ici, on peut être démuni de beaucoup de choses, mais pas de sens artistique. Ces tours, qui font penser aussi bien au palais idéal du facteur cheval qu'à celle de la Sagrada Familia, à Barcelone, ont été réalisées par un carreleur d'origine italienne qui leur a consacré 30 années de sa vie. Simon Rodia voulait construire un monument à Watts, avec les matériaux qu'il avait. Tout l'art consistait à faire quelque chose de neuf avec des débris. On suit la même démarche ici dans ce centre communautaire. On apprend aux enfants la valeur des choses. On leur apprend le processus du recyclage des matériaux. « 1965. Le ghetto de Watts s'embrase et les émeutes, parmi les plus violentes de l'histoire américaine, ravagent le quartier. 1973, la condition des Noirs fait un gigantesque bond en avant avec l'élection d'un Noir à la tête de la mairie de Los Angeles, une première dans l'histoire des grandes villes américaines. Mais en 1992, retour au réel. Watts s'enflamme à nouveau à la suite de l'acquittement de policiers blancs qui avaient procédé à l'arrestation musclée d'un conducteur noir. À Watts, beaucoup se sentent encore laissés pour compte de la success story californienne. Autre laissé pour compte de la ville de l'automobile, tous ceux qui, attirés par le mythe, se sont vite rendus compte que la misère n'est pas forcément plus supportable au soleil. À LA, l'opulence apparente rend la pauvreté encore plus marginale qu'ailleurs. Et toutes les communautés ne sont pas touchées de la même façon. Blancs et asiatiques sont beaucoup moins menacés que noirs et latino-américains. Mais comment peut-on rester pauvre dans une ville aussi riche? Réponse, en priorité, l'immigration illégale qui rend souvent illusoire la recherche d'un travail. Je suis au chômage. Je trouve pas de boulot. C'est dur par ici. L'est de Los Angeles est avant tout le domaine des Chicanos, les Américains d'origine mexicaine. Ici, on prend la mesure de la présence massive des Hispaniques qui forment le groupe ethnique le plus important de la ville. Depuis le début des années 1990, en effet,
Les latino-américains représentent 40% de la population de LA. Manuel! ¿Qué hubo, Manuel? Nada, aquí nomás iré escuchando la X. ¿En serio? Sí, ¿cómo dice que no? No me echo mentiras. No, oiga. Así dicen todos. La culture hispanique est une composante de l'air qu'on respire à East LA. Et les Chicanos s'estiment avoir le droit historique de vivre ici. Les villes américaines appellent leurs quartiers chicanos barrios pour souligner l'influence latine qui y règne. À Los Angeles, les latino-américains ont dû adapter le leur à la logique horizontale, car ici, on s'adapte ou on se met en marge de tout. Autre déviation d'un système qui autorise la réussite, mais qui provoque aussi la tentation de l'argent facile, la délinquance. Ces jeunes, paisibles en apparence, gagnent de l'argent en lavant des voitures. Mais cet argent est destiné à financer les obsèques d'une de leurs amies, tuée par balle 2 jours plus tôt. Des centaines de bandes, souvent de véritables gangs, quadrillent East LA. Ils sont souvent composés d'adolescents, mais il n'est pas rare d'y rencontrer des enfants. Ils possèdent leur jargon, leurs couleurs, leur code vestimentaire, et toutes les races sont concernées. Quelques-uns se limitent au vandalisme ou à des trafics en tout genre, mais la plupart n'hésitent pas à faire usage d'armes à feu. On organisait un lavage de voiture pour la famille de ma nièce qui a été tuée samedi soir. Et c'est une histoire de gang, mais ma nièce ne faisait pas partie d'un gang. Elle a été au mauvais endroit, au mauvais moment à East LA. Certains quartiers sont classés par la police zone de guerre. L'ouest de Los Angeles appartient à un autre monde. La brise marine du Pacifique éloigne la pollution et semble apaiser les tensions. Marina del Rey peut abriter 10 000 bateaux de plaisance. C'est le plus grand port artificiel du genre au monde. Les eaux qui bordent Los Angeles sont peu profondes, ce qui au XVIe siècle contraria l'approche des marins espagnols, les premiers hommes blancs à découvrir le site. Le village autour duquel se développa LA n'avait d'ailleurs aucune vocation maritime, puisqu'il fut installé loin de la côte. Les chroniqueurs espagnols vantaient déjà le climat idéal de l'endroit. À la même latitude que la ville de Tunis, Los Angeles bénéficie chaque année d'environ 300 jours de soleil qui comblent 25 millions de touristes. Copie conforme d'une bourgade de la côte atlantique, Fisherman's Village, une attraction de Marina del Rey, respire la douceur de vivre. Multipliant les signes extérieurs de richesse, les bouches d'incendie sont de couleur or. Marina del Rey est l'un des quartiers les plus conformes à l'idée que l'on se fait du mode de vie idéal à la californienne. Le contact entre la plaine et l'océan s'établit par une plage de sable longue de 120 km. D'une manière générale, la côte n'a pas trop souffert de l'urbanisation. Et sur la promenade du bord de mer, la présence humaine se fond dans le paysage. Mais parfois, les Angelenos ont du mal à passer inaperçus, comme à Venice. Venice doit son nom à l'admiration qu'un milliardaire du tabac portait à la cité des Doges. Au début du siècle, il fit creuser des canaux et importa gondoles et gondoliers. Il rêvait d'une ville modèle calquée sur la République de Venise. La découverte de pétrole au même endroit mit fin à son rêve et la plupart des canaux furent comblés.
Le week-end, Venice est envahie par une foule bigarrée qui s'y presse dans un joyeux défilé décontracté. Ici, le roller se pratique sans effort, c'est une seconde nature. À Muscle Beach, la plage du muscle, les Angelenos roulent des mécaniques. Le culte du corps et l'épanouissement physique font des recrues dans toutes les couches sociales. On se donne un mal fou pour s'arracher aux contraintes de la pesanteur. Un gros tiers des Californiens veulent perdre du poids et surtout retrouver l'équilibre d'une vie saine. Devant ce nouvel art de vivre, en harmonie avec soi-même et avec la nature, certains estiment sans rire qu'une nouvelle espèce humaine est en train de naître ici. Particularité, ni souci, ni stress, et dès le plus jeune âge, une forme éblouissante. Santa Monica a longtemps été la tête de pont en bois des salles de jeux illégales qui flottaient au large dans les années 1920-1930. C'est ici que furent tournées plusieurs scènes du film L'Arnaque. Mais Santa Monica est devenue tout à fait fréquentable. Sa plage, magnifique, la plus large de la côte Pacifique, prolonge celle de Venise vers le nord. Les Angelenos en ont fait leur station balnéaire préférée. Dotée d'un atout considérable, elle ne se trouve qu'à une petite vingtaine de kilomètres seulement de downtown. À Santa Monica, les maisons de retraite sont nombreuses et les retraités respirent souvent une jeunesse difficile à imaginer ailleurs. Oui, le mode de vie californien, c'est aussi la quête de l'éternelle jeunesse. Ville laboratoire pour le style de vie, LA est aussi un vaste laboratoire pour les moyens de déplacement. Les Californiens ont un sens inné de la liberté, de pensée ou de mouvement. Tout ce qui roule, comme ce snakeboard, un skate articulé, leur plaît et ouvre des perspectives illimitées à leur créativité. Les Européens auraient tort de se moquer, car ils finissent toujours par adopter les modes qui prennent naissance ici, mais avec quelques années de retard. Comme des fous roulant sur leur drôle de machine,
Les Angelenos courent toujours derrière quelque chose. Certains pensent que c'est derrière le progrès, d'autres estiment qu'il s'agit plutôt d'une fuite en avant. L'écrivain britannique William Boyd disait en 1995 dans un ouvrage féroce « À Los Angeles, vous avez des gens très très intelligents et des gens très très cinglés, et tous sont obligés de travailler ensemble. C'est ce qui rend cet endroit très différent. » Beaucoup d'Angelenos ont trouvé leur équilibre. Quelques-uns cherchent encore. L'un des plus anciens villages englobés par Los Angeles, Westwood, un quartier élevé sur le site d'un ancien ranch. Aujourd'hui, les promoteurs immobiliers sont passés par là. La voiture est omniprésente, mais elle respecte tous les piétons, sans exception. Le Westwood Village préserve une certaine dimension humaine à Los Angeles. Les piétons et les voitures fonctionnent en parallèle et se respectent mutuellement. À Los Angeles, du moins dans les rares quartiers où on le rencontre, le piéton conserve toujours la priorité sur l'automobile et le passage protégé est sacré. En revanche, le piéton qui traverse alors que la priorité reste à la voiture peut se voir infliger immédiatement une amende. Dans la grande tradition américaine, UCLA, l'Université de Californie à Los Angeles, possède de nombreuses équipes sportives de haut niveau qui peuvent compter sur le soutien de pétillantes pom-pom girls. Sur l'immense campus de Westwood, la prestigieuse université rassemble 35 000 étudiants dans un environnement tout en courbe et en rondeur, qui contraste avec la masse angulaire et austère du temple mormon. Vers le sud, le grand Los Angeles englobe le comté d'Orange. Cette région peut paraître comme une simple excroissance de la ville. En réalité, parmi tous les comtés de la Californie méridionale, celui d'Orange possède la plus forte personnalité. Lancée par la culture des agrumes, la ville d'Orange est la seule ville du comté dont le centre a bénéficié d'un plan d'urbanisme et l'aéroport John Wayne lui donne une grande autonomie. Symbole vivant de la culture drive-in, une cathédrale de cristal permet aux fidèles d'assister aux offices sans quitter leur voiture. Haut de 70 mètres, l'édifice est recouvert de 10 000 panneaux de verre. Chacun d'entre eux a été offert par de généreux donateurs, dont les noms sont à jamais gravés dans le marbre. Dans ce gigantesque temple qui peut accueillir 3000 personnes, le culte protestant est retransmis à la télévision par plusieurs dizaines de chaînes qui dopent leur audience avec les sermons d'une superstar de la foi, le télévangéliste Robert Schuller. And praise to you we bring. Then grace. God loves you and so do I. Why don't you do that right now? Ce public, bon enfant, est devenu le pain béni de prédicateurs milliardaires qui ont transformé le sud de Los Angeles en un fabuleux Vatican médiatique. Non loin de là,
À Anaheim, toujours dans le comté d'Orange, une profusion d'hôtels sont destinés à loger les adeptes d'un autre culte, celui de Walt Disney. Ici fut ouvert le tout premier Disneyland, en 1955. La formidable aventure des parcs d'attractions dédiés à Mickey a commencé avec ce parc à thème, alors futuriste. Redondo Beach voue un culte immodéré au surf inventé aux îles Hawaï. Pourtant, la configuration de la côte ne favorise pas la formation permanente du gros rouleau. Les surfeurs ont donc trouvé des solutions de remplacement lorsque les vagues se font attendre. Le bord de mer s'est développé à grande vitesse. Les quartiers résidentiels s'ouvrent les uns après les autres. Les architectes les ont baptisés Surfurb, une appellation fabriquée à partir des mots surf et suburb, qui signifie faubourg. Les Angelenos ne sont pas du genre à se laisser boucher la vue par un mur. Ils habillent l'obstacle de peintures murales surprenantes en rupture totale avec l'environnement urbain. Celle-ci est la plus vaste au monde. Elle met en scène des animaux marins en grandeur nature. Plus au sud, Long Beach abrite le port de Los Angeles, qui en 1994 est devenu le premier des États-Unis avant celui de New York. Le port n'a pas joué de rôle primordial dans la croissance de la ville. En effet, Los Angeles ne s'est doté d'équipements portuaires qu'à la fin du 19e siècle, alors qu'elle avait déjà atteint une taille considérable, notamment grâce à l'exploitation du pétrole. Avec des puits, parfois situés en pleine ville, le gisement californien a fourni pendant une bonne partie du XXe siècle le quart de la production mondiale de pétrole. C'est dans la baie de San Pedro qu'on a découvert le pétrole qui a valu à Long Beach sa prospérité. L'or noir a provoqué la ruée sur une ville qui s'est illustrée par la suite en rachetant le Queen Mary pour le transformer en hôtel. Le majestueux paquebot, le plus grand jamais construit, a ainsi échappé à la casse après avoir traversé l'Atlantique 1 millier de fois. C'est peut-être le pétrole ou l'essence bon marché qui a donné aux Angelenos la passion des voitures sans restriction d'âge, de châssis ou de cylindrée. En 1920, toutes les usines automobiles s'étaient déjà établies dans la région avec leurs activités annexes, fabrique de pneus et d'accessoires. Entre 1920 et 1930, la population de Los Angeles doublait alors que le nombre de voitures était multiplié par 5. Les gens ici ont souvent deux voitures. Une normale pour conduire et puis une vieille qu'ils bricolent pour les cars shows. La voiture permet aux Angelenos de laisser libre cours à leur fantaisie ou à leur imagination. Et dans ce domaine également, l'imagination ne connaît ici pas de limite. Celle-ci semble avoir troqué ses amortisseurs contre du chewing-gum. C'est un lowrider. On appelle ça un hoopty. C'est activé par deux moteurs hydrauliques et des batteries de 120 volts.
Les trois grands de l'industrie automobile américaine possèdent à Los Angeles des ateliers de design qui bénéficient de la technologie sophistiquée mise en œuvre par l'aéronautique. On représente ce qu'il y a de mieux en design, grâce à l'utilisation de technologies et de matériaux empruntés à l'aérospatiale pour réaliser un produit d'une qualité extrême. Une voiture conçue un peu comme un engin spatial. C'est la voiture de sport de production la plus rapide, jamais construite aux États-Unis. Elle a une puissance de 650 chevaux et elle est capable d'accélérer de 0 à 100 km/h en moins de 4 secondes. Elle dépasse les 200 km/h en 400 mètres. Elle est conçue pour pouvoir rouler à plus de 330 km/h. Nos clients l'achètent comme voiture de tous les jours. C'est une voiture extrêmement docile, logique et pratique, avec direction assistée électriquement, un système de transmission hydraulique, le tout facilement contrôlable. C'est un véhicule qu'il n'est pas nécessaire de conduire à 300 km/h pour vous faire plaisir et l'apprécier. Il est de toute façon interdit de rouler vite sur les freeways et la règle est respectée. On estime qu'à Los Angeles, il y a une voiture pour un habitant et demi. Et cette statistique inclut les handicapés et les enfants. Problème, on ne peut plus envisager de développer le réseau autoroutier, car il est déjà très dense, mais surtout parce que les coûts de construction ont atteint des sommets. Des centaines de millions de dollars au kilomètre. Pour le superviseur qui contrôle le trafic, la solution appartient aux usagers. Il y a beaucoup de freeways à Los Angeles, parce qu'il y a 40 ou 50 ans, la communauté a opté pour la voiture comme moyen de déplacement. Après la Deuxième Guerre mondiale, il y a eu en Californie un important afflux de gens qui se voulaient libres de toute contrainte. Et ainsi, la voiture individuelle est devenue le moyen de déplacement principal à Los Angeles. On a donc créé les freeways. Il y en a environ 1300 km dans les trois comtés de Los Angeles. Sans les freeways, on aurait une congestion extrême du trafic. Et Los Angeles ne se serait pas développé de la même manière. La ville serait plus compacte. Les freeways permettent aux gens d'habiter des maisons individuelles en périphérie et donc de mieux vivre le rêve américain. L'avenir, c'est de plus en plus de partager à plusieurs l'espace dans les véhicules et de consacrer de plus en plus de voies de circulation exclusivement au carpool, les véhicules occupés par plusieurs personnes, et au bus. Et les carpools, c'est au minimum 2 ou 3 personnes dans la voiture. Le ministère californien des Transports, Caltrans, est responsable de la gestion du trafic sur les freeways. On travaille en collaboration étroite avec la Highway Patrol, qui s'occupe principalement des accidents et de ce genre de problèmes. We got a conflict here, you know? There's nobody up there that has any common sense. Le tremblement de terre de 1994 a causé de gros dégâts sur l'autoroute qui relie Downtown à la côte. La perturbation du trafic a coûté des dizaines de millions de dollars en heures perdues dans les embouteillages et en accidents. Cette autoroute, la Santa Monica Freeway, voit passer 350 000 véhicules par jour. C'est l'une des plus fréquentées au monde. La Highway Patrol surveille. On aide les gens de différentes manières. Le but, c'est qu'ils se rendent le plus rapidement possible là où ils doivent aller. On annonce les endroits où il y a des accidents ou des embouteillages.
On a aussi un service d'assistance. Si quelqu'un tombe en panne d'essence, ou a un pneu crevé, ou un problème de radiateur, on l'aide gratuitement. On lui donne par exemple suffisamment d'essence pour s'en tirer. Et cela gratuitement, sans rien lui faire payer. Comme ça leur permet de sortir de la freeway pour faire le plein. Pour expliquer le succès phénoménal de l'automobile à Los Angeles, certains mettent en avant la méfiance des habitants à l'égard des sociétés de transport en commun, longtemps soupçonnées de vouloir bouleverser le paysage de la ville. Cette ligne de métro, la Red Line, parcourt à peine 6 km dans le centre-ville depuis 1993. À Los Angeles, le métro souterrain n'a donc rien en commun avec ceux de New York, de Paris ou Londres, car l'espace urbain atteint ici la démesure. Le West Side, la partie ouest de LA, est formée de plusieurs quartiers aux personnalités très différentes. Parmi ceux-ci, West Hollywood, une ville autonome qui a été incorporée à Los Angeles. West Hollywood se caractérise par une étonnante diversité sociale qui s'exprime sur Melrose Avenue à travers de nombreux commerces branchés. À West Hollywood, la population fait partie du décor. La population de la planète, dont les effectifs sont affichés sur un compteur lumineux, et celle du quartier, qui déambule nonchalamment le long des boutiques de vêtements à la mode ou d'objets décoratifs. West Hollywood entretient ainsi l'image d'un quartier original, parfois excentrique, toujours en avance d'une mode, où évolue une faune très éclectique. En une longue courbe, le légendaire Sunset Boulevard déroule ses 42 km vers l'océan. Sur une petite portion qui ne représente pas 3 km, la Sunset Strip, Sunset Boulevard aligne quelques-uns des endroits où il faut absolument être vu pour compter à Los Angeles. Ici, ce que vous semblez être a beaucoup plus d'importance que ce que vous êtes vraiment. L'urbanisme horizontal de la ville est, sur Sunset Strip, compensé par des panneaux publicitaires géants qui accrochent le regard des conducteurs comme de véritables monuments. La méthode, aujourd'hui très répandue, a été inventée dès les années 1920 à Los Angeles. À l'époque, les panneaux publicitaires couvraient parfois tout un pâté de maisons. L'appétit vorace des afficheurs est depuis sérieusement bridé par la réglementation. La publicité est pourtant à l'origine des fameuses lettres blanches qui symbolisent Hollywood. Depuis 1923, elle domine un quartier qui est devenu la capitale mondiale de l'industrie du divertissement. Hollywood s'est voué au cinéma pour de multiples raisons. Variété des décors naturels, douceur du climat et lumière magnifique en toute saison, terrain bon marché à perte de vue, main-d'œuvre en abondance et salaire moins élevé qu'à New York.
La première moitié du XXe siècle a fait de Hollywood une usine à rêves alors que la télévision n'existait pas. Les carrières fulgurantes, les destins tragiques et les légendes vivantes se sont croisées ici. William Faulkner disait « Tous ces visages sont connus dans les coins les plus reculés du monde ». Sur Hollywood Boulevard, la devise de la Metro-Goldwyn-Mayer saute aux yeux. Plus d'étoiles qu'il n'y en a au ciel. Elles brillent même dans la poussière des trottoirs. Le Walk of Fame, la promenade de la renommée, les collectionne. Les stars laissent aussi l'empreinte de leurs mains et de leurs pieds dans le ciment frais. Il paraît que c'est un maçon français qui en a eu l'idée. Le propriétaire du Chinese Theatre, le cinéma des grandes premières, l'a récupéré et depuis, le maçon a fait des émules. Vous pouvez être une star quand vous venez à Hollywood. Venez me voir, mettez votre main ou votre pied dans le ciment et vous le ramenez chez vous. Les stars du cinéma, là, mon gars, ils payent $10 000 pour mettre leurs mains dans le ciment. Mais moi, je vous fais le super prix de $10. Vous aurez une réduction de $9 990. Peu de stars se sont en fait révélées à Hollywood car la machine à rêve broie beaucoup d'illusions. Peu de secrétaires sont devenus Ava Gardner et il ne suffit pas d'avoir une grosse tête pour devenir star. L'ex-président Ronald Reagan connaissait bien Hollywood puisqu'il y fut acteur bien avant de devenir gouverneur de Californie. Il disait « Cette ville ne rend pas les gens cinglés car ils le sont en arrivant. Hollywood ne fait que le révéler. » Depuis 1990, l'industrie du cinéma a créé 120 000 emplois dans la région de LA, presque l'équivalent de ceux perdus par l'industrie aérospatiale. Hollywood roule sur l'or. Les studios de la compagnie Universal se sont installés en 1915 au milieu d'un élevage de poulets. Le public fut invité à visiter les installations et à acheter des œufs frais. Mais l'arrivée du cinéma parlant imposa le silence sur les plateaux et les visites cessèrent. Il faudra attendre le milieu des années 1960 pour que les studios Universal organisent à nouveau des visites, jusqu'à en faire une attraction touristique majeure qui a largement mordu dans la suprématie de Disneyland. Les studios Universal ont investi la vallée de San Fernando au nord de Hollywood et toutes les chaînes de télévision et de radio ont suivi dans les années 1950. L'histoire de Los Angeles est un film ininterrompu et la ville y joue son propre rôle. Pour passer de l'autre côté du miroir, il faut abandonner quelques illusions. À la seule évocation de son nom ou de ses rues, Beverly Hills éveille tous les sens. Ce quartier opulent ressemble à un plateau de cinéma avec ses figurants permanents et ses décors pompeux. Mais tout n'est pas en toc, loin de là. Beverly Hills est le triangle d'or de Los Angeles. 15 petits kilomètres carrés sur lesquels règne le seul pouvoir d'achat. Le luxe a élu domicile à Beverly Hills depuis que les stars du cinéma ont choisi d'y résider dans les années 1920. À Beverly Hills, l'automobile annonce la couleur. Même si n'importe qui peut louer une voiture de prestige, la voiture de luxe reste encore un signe de reconnaissance. L'automobile abandonne ici définitivement sa simple condition de moyen de transport pour prendre une vraie dimension sociale. Les carrosseries et les chromes offrent le meilleur miroir aux alouettes.
Beverly Hills se flatte de posséder une mairie et une administration indépendante de Los Angeles. Ici, on a les moyens de ses ambitions. Meilleur exemple, ce puits de pétrole installé sur le terrain de sport du collège municipal dont il couvre les frais de fonctionnement. Pour vivre heureux, vivons cachés. À Beverly Hills, comme il est difficile de dissimuler sa richesse, la sécurité est une véritable obsession. Dans le délire de la gloire et de la persécution, ce sont les acteurs de cinéma qui les premiers ont blindé leurs portes et parfois électrifié les grillages protégeant ces splendides maisons. Mais avant les caméras de surveillance, ce sont les caméras de cinéma qui ont fait la célébrité de Beverly Hills, comme celle de sa ville jumelle, Cannes. Bien des stars habitent encore Beverly Hills et des cartes aident les fans à localiser leur demeure. Ils n'en apercevront souvent que les grilles et les vigiles. Les cartes sont toujours dépassées car les propriétaires changent régulièrement d'adresse. Dans le quartier de Bel Air comme ailleurs, les plus belles bâtisses gardent leurs secrets. Bel Air, Beverly Hills, Brentwood, autant de noms associés à la richesse, au succès. Symbole de la réussite, le Getty Center, considéré comme le musée le plus riche au monde, trône depuis 1997, tel un acropole, au sommet des collines de Brentwood. En quittant Los Angeles par la Pacific Coast Highway, on longe la plage de Malibu sur une quarantaine de kilomètres. Cette longue frange littorale était peuplée d'herbes folles et de cabanes de pêcheurs jusque dans les années 1930. Les premières stars d'Hollywood, Bing Crosby ou Gary Cooper entre autres, s'y réfugièrent pour en faire un véritable ghetto de luxe. Même sur les terrains vagues, la rupture entre la propriété privée et le domaine public est très nette. À Malibu, le front de mer s'est élevé en une colonie très fermée. C'est l'un des rares endroits sur toute la côte américaine du Pacifique où la plage est interdite au commun des mortels. À la fin des années 1930, le romancier Francis Scott Fitzgerald écrit son livre inachevé, Le Dernier Nabab. Il affirme « Ici, l'océan appartient aux producteurs de cinéma, et c'est par tolérance que les autres gens y trempent leurs pieds. » Los Angeles s'étend dans une zone semi-désertique et la ville ne doit sa croissance qu'à la maîtrise de l'eau. C'est dans les quartiers chics que l'approvisionnement en eau pose le plus de problèmes. D'abord parce que la verdure est exigeante. Ensuite parce que dans ces canyons très secs, fréquentés par des espèces animales peu recommandables, comme le dangereux serpent à sonnette, s'engouffre le vent chaud du désert, qui dessèche la végétation et rend le terrain propice à de violents incendies. La nuit, Los Angeles ne dort pas. Le magnétisme de cette ville mirage est tellement fort qu'elle tient les hommes éveillés, qu'elle les hypnotise comme des enfants fascinés par un sapin de Noël. Pourtant, tout le monde sait qu'une étincelle suffirait à tout détruire. Les géographes ont inventé pour LA le concept de ville-monde. Une ville sans bornes, une ville imprévisible, en perpétuel mouvement. À force de courir derrière les mythes, de se ruer vers le succès et de se prosterner devant la réussite, Los Angeles ne cesse d'entraîner dans son sillage des nuées de candidats au rêve.
En 1936, l'écrivain-journaliste Joseph Kessel revenait de Hollywood à la fois emballé et déçu. Il avait été frappé, disait-il, par les automobiles qui roulent sans arrêt les unes derrière les autres comme les anneaux d'une chaîne sans fin. Pour lui, à Los Angeles, une grande roue éblouissante tourne et illumine le monde sans plus de chaleur ni de réalité qu'un feu d'artifice. Mais parfois, elle projette des lueurs miraculeuses. Alors, un beau film monte dans le ciel.